Aujourd'hui, on parle du conflit israélo-palestinien. Allez, c'est parti. C'est le podcast Du pasteur, bonjour à tous. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Bienvenue dans cet épisode 33 du podcast du pasteur, le podcast qui a pour mission d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde, malheureusement, gris et sombre. Ça fait longtemps. Je suis parti pendant un moment. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez un peu ce qui se passe. Et ça fait que j'ai des hauts et des bas. J'ai passé une période de bas, mais on est de retour. Désolé pour la longue absence. Et merci à tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux et qui m'encouragent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, très sérieux. J'espère encore une fois pouvoir en parler de manière intéressante et un peu drôle. Et ce sera notre dossier du jour, le conflit israélo-palestinien. Si vous êtes là spécialement pour ça, accrochez-vous. Il y aura deux petites rubriques avant ça. La première rubrique, c'est Spotlight, où je donne de la lumière sur quelques influenceurs créateurs que j'aime. Et ensuite, les news du pasteur, où je vous parlerai un tout petit peu de ce qui se passe dans ma vie ces derniers temps. Allez, c'est parti pour Spotlight. Alors Spotlight, j'aimerais parler de deux bons potes à moi. Le premier, c'est Mike Shining, qui est un rappeur et un artiste et un producteur chrétien belge, qui a son podcast qui a commencé depuis quelques mois, qui s'appelle Zone Shining. Il me semble qu'il est seulement disponible pour l'instant sur YouTube, mais je vais lui mettre la pression pour que ça arrive sur les plateformes de podcast. Il a des invités intéressants chaque semaine pour parler de toutes sortes d'aspects à la fois du milieu chrétien, de la vie chrétienne, de la vie de tous les jours, mais aussi de la vie d'artiste. Super intéressant. J'ai moi-même été invité il y a quelques semaines. Je vous encourage à le suivre. Le deuxième influenceur, le deuxième créateur sur lequel j'aimerais mettre un peu de lumière, c'est un ami à moi, pasteur David Verwilgen, qui a son émission. Lui, c'est carrément une émission vraiment plus travaillée du point de vue visuel. Ça s'appelle Le Salon du Pasteur. Il l'a produit sur la chaîne de son église, le Centre de la Promesse, et la chaîne s'appelle Promesse Média sur YouTube, sur Facebook. Son épouse, en fait, pour tout vous dire, son épouse aussi a son émission qui s'appelle De vous à nous sans tabou. Et entre nous, l'émission de son épouse est un peu mieux. Je dis ça parce que je sais que David va écouter. Et lui et moi, en fait, on galère parce que nos épouses qui ont commencé bien après nous ont plus de vues et plus de public que nous. Et on se console après chacune des émissions qu'elle poste parce que voilà. Qui veut suivre des tontons comme ça? Mais soit, c'est des émissions très intéressantes qui parlent de toutes sortes de sujets de société, encore une fois. Très intéressant pour les chrétiens, très intéressant pour les jeunes, pour les couples. Allez suivre mes amis. C'était Spotlight. Et maintenant, les news du pasteur. Ça fait quelques semaines que je me suis absenté de mon propre podcast. Mais bon, vous savez, produire un podcast tout seul, c'est à la fois chouette parce que c'est une grande liberté. J'ai pas à dépendre d'invités. Je dépends seulement de ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur. Et justement, le problème, c'est que je dépends de ce qui se passe dans ma tête. Donc, quand dans ma tête, ça ne va pas très bien, c'est dur de travailler. Et si je n'ai pas d'idées intéressantes, bon, j'avoue, j'en ai toujours. Et il se passe toujours des trucs intéressants dans le monde, de toute manière. Mais oui, il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles. Mais je n'ai pas fainéanté ces dernières semaines. Je suis en train de remettre en place toutes mes plateformes, mon blog notamment que je suis en train de recréer pour le rendre beaucoup plus professionnel, ainsi que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'espère que tout ça va très bien donner et me permettra d'avoir une apparence beaucoup plus professionnelle et aussi un workflow beaucoup plus professionnel. Je suis aussi en train de recommencer Lire ta Bible. Je sais que c'est la xème fois que je vous dis ça, mais pour tout vous dire, j'avais recommencé, mais je n'étais pas satisfait. Et là, j'ai enfin trouvé la formule. J'ai enfin un générique audio, une nouvelle chanson, j'ai un nouveau générique vidéo, et je pense que cette semaine, je pourrai enfin enregistrer le premier nouveau Lire ta Bible. Ce sera totalement différent. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ce sera beaucoup plus adulte, beaucoup plus fun mais différent et beaucoup plus moderne, et je pense que ce sera beaucoup mieux. Je suis vraiment très pressé de vous montrer ce nouveau Lire ta Bible, et d'ailleurs de le voir moi-même parce que bon, c'est encore une idée dans ma tête, on verra bien. Mais voilà, ça c'était les news du pasteur. C'est parti pour le dossier du pasteur, le dossier du jour, le dossier sur le conflit israélo-palestinien. On y va.
Alors, pendant ma pause de quelques semaines, de quelques mois même, je pense, j'ai pris la décision de m'attaquer, lors de la reprise du podcast, à des sujets plus controversés, des sujets un peu plus, un peu plus dangereux à aborder, des sujets qui peuvent facilement pousser à une annulation, hein, à un cancelment. Et je pense que je suis prêt, je pense que j'ai la maturité, et, j'ai la grâce nécessaire pour aborder ces sujets. Parce que la passion, c'est bien. L'intelligence, c'est bien. Les informations, c'est bien. Mais la grâce, arriver à parler aux gens et des gens avec grâce, sans trop de jugement, mais avec beaucoup de compassion, je pense que je suis en train d'y arriver. Parce que, comme je vous dis, le but de ce podcast, c'est d'apporter de la lumière et de la nuance. C'est quelque chose dont on manque beaucoup dans ce monde moderne. Beaucoup de propagande, beaucoup de mensonges, beaucoup de haine, beaucoup de mépris. Et c'est pas du tout à ça que je veux participer. Il m'est même déjà arrivé de supprimer certains épisodes que j'avais enregistrés sans les publier parce que je trouvais que ça me manquait de lumière et de nuance. Même si c'est un sujet qui passionne, j'ai une mission en fait. Ce podcast a une mission. Je veux que, après avoir écouté, vous vous sentiez déjà mieux, qu'il y ait vraiment un feeling agréable. Je veux que vous vous sentiez plus intelligent et que vous soyez plus intelligent et informé après avoir écouté cela. Et je veux que vos yeux soient différents pour pouvoir voir le monde de manière plus éclairée et plus nuancée. Et que vous soyez plus apte à avoir vos propres opinions. Ok. Avant de parler de ce sujet, c'est le genre de sujet sur lequel je pense qu'il est important que je me présente d'abord. Parce qu'un des mensonges des médias actuels, c'est présenter l'information comme s'il s'agit juste de faits, comme s'il n'y a pas d'opinion, comme s'il n'y a pas de sentiment, comme s'il n'y a pas d'agenda. Or, c'est de la manipulation de faire ça. Et je ne suis pas du tout là-dedans. Alors, je vais me présenter brièvement, enfin, juste sur certains points pour que vous sachiez un peu d'avance quelle sera un peu ma tournure sur ce sujet. Ah oui, en fait, je sais, ayant fait certaines vidéos un peu controversées dans le passé, enfin certains, ouais, que certains vont débarquer dans les commentaires juste pour m'insulter, juste pour vous insulter, juste pour répondre aux commentaires, juste pour mettre le feu. Ne nourrissez pas les trolls, ok? J'insiste, mon cher public, ne nourrissez pas les trolls. Moi-même, j'ai une vidéo sur est-ce qu'un chrétien peut manger du porc dans laquelle on m'insulte à longueur de journée. Je ne réponds pas. Avant, je répondais, maintenant, je ne réponds pas. Je like même les insultes parce que ça me rapporte de l'argent. Ne nourrissez pas les trolls. Restez civil dans les commentaires, restez gentil dans les commentaires. Chacun a droit à son opinion. Voilà. OK? Et si jamais vous arrivez à ce niveau-ci du podcast, et je sais que certains sont en train de s'énerver parce qu'ils se disent mais quand est-ce qu'il va commencer à parler? C'est du clickbait. Non, c'est pas du tout du clickbait. Je prends juste le temps d'établir les choses. C'est mon podcast, j'ai tout le temps. C'est pas la télé où je suis limité à 5 minutes et on va couper tout ce qu'on va dire, tout ce que je vais dire. Non, 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 non. C'est une conversation. Enfin, c'est une conversation tout seul, hein, mais c'est une conversation dans laquelle je veux établir des bases correctes pour qu'on puisse avoir un échange d'idées correctes. Et la presse, là, si vous voulez commenter dans les commentaires, faites-le librement. OK? OK. Tout d'abord, je suis criminologue. Beaucoup le savent. Encore une fois, si vous me suivez, vous le savez. J'ai étudié le crime, j'ai étudié les criminels. J'ai aussi étudié les discours. Énormément étudié les discours et appris à déconstruire les discours politiques, les discours médiatiques, ce qui est très important. Parce que ce conflit dont on parle maintenant, c'est au final, c'est un gros truc médiatique. Un gros truc politique plus que humain. Certains sont déjà en train de décrocher, mais comment tu peux dire ça? Les gens meurent, les gens meurent. Je suis criminologue. Les gens meurent, c'est ça mon travail. Je ne peux pas m'arrêter de travailler parce que les gens meurent, parce que c'est ça mon boulot. OK? Mais aussi, en tant que criminologue, j'ai pu étudier un peu sur la criminologie de guerre. Mon mémoire de fin d'études portait sur le conflit à l'est du Congo, notamment. Enfin, oui, entre autres, oui. Et j'ai pu étudier pas mal de trucs intéressants là-dessus. Non seulement je suis criminologue, mais je suis aussi un pentecôtiste, un chrétien pentecôtiste. C'est important parce que nous, les pentecôtistes, on est en général très pro-Israël.
Certains vont dire qu'on est des évangéliques. Je ne me considère pas tellement comme évangélique, parce que évangélique, c'est un peu un faux terme de propagande qu'on a pris pour réunir ensemble plusieurs groupes chrétiens afin de créer une sorte de lobby. Ben, c'est très américain. Je me considère vraiment comme pentecôtiste. Et oui, je penche très pro-Israël. OK? Donc, sachez-le à l'avance. Si vous voulez m'insulter parce que je pense pro-Israël, bah, prenez peut-être le temps de m'écouter, comme ça vous rendra peut-être un peu moins méchant et un peu moins bête. Hein. Je veux dire, si c'est juste... Non, mais je veux dire, je dis pas que vous êtes bête parce que vous êtes anti-Israël. Je dis, vous êtes bête si vous m'insultez juste parce que j'ai dit, je suis ceci. Ah, tu es... Alors, aujourd'hui, la présentation est terminée. Hein. Plusieurs trucs encore sur ce que je voudrais dire par rapport à cet épisode, c'est que l'approche que je vais avoir, c'est une approche très philosophique. OK? Je vais parler d'idées larges, d'idées générales. Ce sera moins sur des faits. Oui, mais telle date, telle a fait ceci. Ce sera moins ceci parce que, comme je vous dis depuis le début de ce podcast, j'ai la flemme de passer des heures à préparer un épisode. J'ai d'autres chats à fouetter. Je suis pasteur, j'ai 30 églises dont que je dois encadrer. J'ai des dizaines, des centaines de jeunes que je dois gérer. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres programmes. J'ai un lit à Bible à créer. J'ai mon blog. J'ai des enfants. J'ai une femme. Voilà. D'accord. J'ai des prédications à préparer, des prières à préparer, des études bibliques à préparer. Et puis, j'ai aussi beaucoup de mangas à regarder. Non, je me regarde. Je regarde plus tellement de mangas, donc ça va, ça ne prend pas tellement de temps. Mais j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube à regarder de chats qui jouent au piano. OK? Approche philosophique, une approche d'idées, parce que c'est ça que je fais, c'est là-dedans que je suis bon. Et je n'aime pas entrer sur des discussions que je ne maîtrise pas. Donc, il se peut que dans les commentaires, certains aient des corrections à me faire, et je suis totalement ouvert. Allez, enrichissez la discussion dans les commentaires. Certains aient des faits supplémentaires à apporter, c'est très bien. Si j'ai dit quelque chose qui est factuellement incorrect, corrigez-le. Si vous avez des faits à rajouter, rajoutez des faits, parce que certains, ils s'y connaissent plus là-dedans. Je vais parler de droit, je vais parler d'histoire, je vais parler de religion. Certains connaîtront beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Rajoutez-le, ok? Mais ce que je veux vous amener à faire avec cet épisode, c'est à plus utiliser nos têtes, à plus utiliser nos cœurs. Utiliser plus nos têtes, utiliser plus nos cœurs. On doit plus réfléchir, on doit avoir plus de compassion. Les deux en même temps, pas l'un et l'autre. Parce que si on utilise seulement nos têtes, on oublie les gens qui meurent. On oublie la souffrance et on devient, oui, mais le droit, l'article 49 de la Convention de Genève stipule que... Et les gens sont en train de mourir. Si on utilise seulement nos cœurs, tu vois une photo et tu commences à pleurer. J'ai vu l'autre jour sur Twitter, par rapport à ce conflit, quand les hostilités ont reprise, c'était une vidéo avec du feu et tout, et je voyais les gens qui s'emballaient. Waouh, non, c'est trop grave, Israël, qu'est-ce qu'ils font, les meurtriers? Et puis je regardais bien la vidéo, et puis quelqu'un a mis, oui, non, c'est un arbre en train de brûler. Et je dis, hein, quoi? J'ai vraiment sérieusement regardé la vidéo. C'était littéralement la vidéo d'un arbre en train de brûler. C'était une vidéo d'un arbre en train de brûler, et les gens étaient en train d'insulter les gens. Oui, espèce d'animaux! Non, les amis, on ne peut pas faire ça. OK? Utilisons nos têtes, utilisons nos cœurs. Sinon, on va devenir trop méchant d'un côté, et on va trop facilement se faire manipuler de l'autre. Parce que les manipulateurs sont partout. D'un certain côté, en tant que créateur de contenu, je suis un peu un manipulateur. Sinon, allez, si j'en parle, c'est que j'ai quelque chose à dire, vous voyez. Je veux vous amener vers quelque chose. Mais certains font vraiment de la daube, ok? De la pourriture, de la nullité, ok? De la manipulation vraiment de bas étage. Allez, Al Jazeera, chaîne télévisée, je pense que c'est la plus grosse chaîne télévisée du Moyen-Orient, qui produisent du très bon contenu, notamment tout le côté AJ+, qui est leur présence online sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. AJ+, allez, ils ont des trucs très informatifs et très bien faits. Et, j'applaudis leur travail. Mais c'est une chaîne du Qatar. Et là, ils sont anti-Israël. Mais ce qui est marrant avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est que c'est vraiment des pays, et les Émirats, ils ont trop d'argent pour parler, en fait. Et ils font des choses bizarres. Et d'un côté, ils vont être anti-Israël, mais ils vont signer des accords. Et puis, vous voyez, c'est pas des gens à écouter trop. En fait, il faut faire attention. Les médias européens, occidentaux, hein, vous aussi, hein, on vous connaît. Quelqu'un m'a partagé sur Twitter, cette personne se reconnaîtra sans doute, une vidéo de Trevor Noah sur la question. J'ai déjà dit, moi, Trevor Noah, je ne l'écoute plus depuis des années. C'est un très bon comédien. Ses spectacles sont chouettes.
Mais The Daily Show est un show qui va trop sur la gauche. Et lui, clairement, il travaille pour avoir son chèque. Ok. J'ai écouté quelques minutes de son truc. C'est de la daube. C'est de la manipulation. En gros, il dit, non, non, on ne va pas regarder qui est le méchant. Est-ce que c'est les Palestiniens? Est-ce que c'est les Israéliens? On ne va pas regarder qui est le méchant. Mais on va regarder où sont les morts. What? En regardant où sont les morts, tu regardes qui a tué. Donc le méchant, c'est clairement un côté. Donc c'est de la manipulation basique. C'est vraiment une fallacie argumentative vraiment basique. J'ai cliqué, j'ai regardé quelques secondes. J'ai dit, allez, Trevor, allez, va, s'il te plaît, rase-toi et va tourner ou je sais pas quoi. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête de mentir au petit. Ok? Voilà. Après cette extrêmement longue introduction où j'aurais sans doute perdu 80% du public, et pendant que je suis en train de parler, certains sont en train de commenter. Non, ta vidéo est ton titre est manipulateur. J'attends vos commentaires, ça va me faire trop rire. Alright. Mais ce qui est marrant avec YouTube, c'est que des moments où, comme ça, je me dis, ouais, non, là, franchement, ça va être une vidéo, les gens vont parler, etc. Tout le monde s'en fout. Donc, tu sais jamais c'est quoi le truc dont les gens vont parler, le truc où tu vas dire des trucs horribles et tout le monde s'en foutra. Donc, parlons seulement. Ok, donc je vais parler vraiment de trois aspects dans cette approche philosophique. Je vais parler de l'aspect juridique et historique, ensuite de l'aspect moral et finalement de l'aspect religieux. D'accord? Alors, l'aspect juridique et historique. Donc, en résumé, il y avait il y a ce territoire, ok? Ce territoire qui se trouve près de la Méditerranée, entre la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, etc. Fin du Moyen-Âge, ce territoire appartenait à l'Empire ottoman. Après différentes guerres et négociations, etc., c'est devenu un territoire qui appartenait en gros à la Grande-Bretagne, à l'Empire britannique. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs, des colons, sont revenus s'installer. Et lors d'accords faits pendant la Deuxième Guerre mondiale, en gros, c'était en 1947, je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste à la fin de la guerre, l'État d'Israël a été créé. Ok, sur ce territoire. Alors que quand ils sont revenus, il y avait des gens qui habitaient sur ce territoire. Alors la question, parce que ce que ces Israéliens clament, c'est que la terre est à eux, c'est une terre qui leur appartient historiquement. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, reconnaissent que la terre appartient à Israël. Dans la Bible, c'est dans tous les livres de Moïse, en gros l'Exode, la terre promise, enfin depuis les 5 premiers livres de la Bible en parlent. Dans le Coran, il y a notamment la sourate 17 qui en parle, notamment au verset 104. Encore une fois, je ne suis pas musulman, je suis nullement un expert dans l'interprétation des sourates, mais le texte dit ceci. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre, c'est Allah qui parle, puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Donc, dans cette sourate, c'est essentiellement le même message qu'il y a dans le livre de Moïse, c'est que Dieu donne la terre à Israël et qu'à la fin des temps, il va les ramener en foule en Israël. Donc, certains vont dire oui, mais ça, c'est des textes religieux. Sauf que, historiquement, les textes religieux, les textes juridiques et historiques sont liés. Donc, voilà je vais dire le claim, voilà la revendication que c'est leur terre. Et aussi, historiquement, oui, ça a été leur terre à plusieurs périodes dans l'histoire. Je veux dire, la terre promise, le pays qu'on va appeler la Palestine. On va appeler ce pays Canaan pour être neutre. Parce que dire que le pays s'appelle la Palestine, c'est déjà prendre une position. Donc le pays de Canaan a historiquement appartenu à plusieurs périodes à Israël, quoiqu'il a aussi appartenu à plusieurs périodes à d'autres peuples. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a en droit international un droit de propriété qui peut durer aussi longtemps? Un droit de propriété sur un territoire qui serait internationalement reconnu et un droit de propriété qui serait non soumis à la prescription. La prescription, c'est le fait qu'après une certaine durée de temps, un droit n'est plus
ni reconnu, ni exerçable. Donc, est-ce qu'il y aura un droit éternel à la propriété internationalement reconnu? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je ne pense pas, en fait. Notamment, bon, j'ai fait des petites recherches, hein, et puis j'ai un peu étudié le droit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit international, c'est quelque chose, mais ce n'est pas vraiment quelque chose. Il n'y a pas de juge ni de législateur international. Il y a une coutume internationale. C'est la manière dont les États se travaillent les uns avec les autres depuis un certain nombre d'années. Il y a des principes de droit international qui, d'ailleurs, viennent essentiellement du droit romain. Ce que je trouve très problématique, qu'on prenne l'exemple des Romains pour, et les principes que les Romains ont utilisés pour gérer le monde. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça sonne mal. On a pris les principes de conquérants pour régir les relations entre les pays. Bon, ça a évolué entre-temps, mais déjà, ça sonne mal. Allez, en droit, le principe, c'est la souveraineté des États. C'est que chaque État se gère lui-même et l'État fait ce qu'il veut à l'intérieur de lui-même. Et au final, en droit international, il n'y a pas de souveraineté, à part si vous décidez de soumettre votre souveraineté à une autre institution. Par exemple, en Europe, on a la Cour européenne des droits de l'homme, auquel les États ont décidé de se soumettre partiellement. On a l'Union européenne, auquel les États ont décidé de se soumettre partiellement. L'OTAN, auquel les États ont décidé de se soumettre partiellement. Le UN, les Nations Unies, les États ont soumis un tout petit peu de souveraineté aux Nations Unies. Mais en réalité, c'est vraiment une question de jeu de pouvoir. C'est je fais ce que je veux et allez, si vous dites que je ne peux pas faire ça, ok, montrez-moi alors. Essayez de m'en empêcher. Et si vous êtes fort, ok, je vais arrêter. Si vous n'êtes pas fort, je vais continuer. C'est pour ça que parfois il y a des sanctions. Si la communauté internationale, si les autres pays ont le pouvoir d'imposer des sanctions à un pays, ils vont le faire. Et c'est pour ça que des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, bien que ce soit des pays gouvernés par des entités assez crapuleuses, on va rien leur faire parce qu'ils ont le pétrole et que devant eux, tout le monde doit fermer sa bouche. Et en ça, le droit international, c'est quelque chose d'assez faible. Ça peut être intéressant parfois, mais c'est vraiment un droit des plus forts au final. C'est vraiment un droit des plus forts et un droit des plus forts quand il décide d'être gentil. Mais non, il n'y a pas vraiment de droit de propriété non prescrit et internationalement reconnu. Et à raison, en fait, parce que tous les pays, tous les endroits ont appartenu à un autre peuple à une certaine époque. Si les pygmées qui ont vécu dans la cuvette centrale du Congo, aujourd'hui débarquent, disent ouais, cet endroit était à nous, c'est un peu problématique. Parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas maintenant. Le truc, c'est que, et là maintenant, je pointais le doigt vers la communauté internationale. Désolé si ça semble très embrouillé. Je ne suis pas embrouillé, mais c'est très dur à expliquer. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de recherche à fond et j'ai pas voulu entrer à fond dans le droit. J'essaie un peu de vulgariser et moi-même de me vulgariser tout ça, mais voilà. Là maintenant, je tourne les doigts vers nous. Si les Indiens d'Amérique devenaient assez forts, avaient une armée, des moyens financiers et revenaient et disaient, au fait, votre Amérique là, c'est à nous, partez. Et ils disaient ça aux Blancs, aux esclaves, aux descendants d'esclaves noirs. Ils disaient, au fait, ce pays est à nous, rendez-nous notre pays. Je pense que, moralement, la plupart d'entre nous, on serait, ouais, ce pays est à eux, rendez-le leur pays. Non. Quand les Zimbabwéens ont chassé les fermiers blancs, ont pris leurs propriétés, j'ai pas vu de grande réaction internationale. Enfin, si, la communauté internationale a condamné, ouais, mais le public, nous, tout le monde s'est dit, ouais, ok. Je suis un Congolais. On a fait ça aussi, hein. À l'époque du maréchal Mobutu, on a chassé les Blancs. On a chassé les Blancs. On a pris leurs propriétés, on a pris leurs trucs, parce que c'était chez nous et on fait ce qu'on veut. Ouais. Bon, dans le cas du Zimbabwe et le cas du Congo, c'est parce que, notamment, allez, ça faisait moins de 100 ans que les Blancs étaient arrivés en Afrique. C'est assez facile à justifier.
Dans le cas des Indiens d'Amérique, on connaît tous l'histoire, on sait ce que les Blancs ont fait, c'est facile à justifier. Et puis aussi, désolé mes auditeurs blancs, tout le monde déteste les Blancs. Tous les peuples du monde ont tellement souffert de la colonisation au 19e siècle que lorsque un gros tas de Blancs, que ce soit ceux qui ont fait souffrir ou les descendants de ceux qui ont fait souffrir, souffrent par la main de ceux qu'ils ont fait souffrir, je ne vais pas dire que tout le monde est content, je ne pense pas que tout le monde soit content, il y a des gens qui sont contents, mais la plupart des gens se disent « mais ». Personnellement, je trouve que moralement, c'est très discutable. C'est très, 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 très discutable. Surtout si ce n'est pas toi, mais c'est... Tu dois payer les conséquences de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, de tes arrière-arrière-grands-parents. C'est très discutable. Maintenant, prenons le cas d'Israël. Si on est d'accord pour les Indiens d'Amérique, ils reviennent, ils prennent leur pays. Ben, Israël alors. Le cas n'est pas aussi simple. Notamment parce que la question c'est qui a chassé Israël. C'est notamment les Romains. Bon, il y a eu toutes des histoires dans la Bible, on parle des Babyloniens, des Assyriens, etc., etc. Et en dernier lieu, je pense que c'était les Romains en 70, destruction de Jérusalem par Titus. Donc, ceux qui sont responsables pour le dernier exil, le dernier départ des Juifs, ce ne sont pas... c'est même pas les ancêtres des Palestiniens actuels, c'est un autre peuple. Quoique, si on doit prendre le mot palestinien et on regarde cette histoire d'un certain point de vue, certains pourraient dire que, ben oui, les ancêtres des Palestiniens, on peut les trouver au Moyen-Orient, et les Perses, hein? On peut commencer à tirer les choses par les cheveux, mais allez, c'est pas si simple. Et je pense pas qu'on peut dire que les ancêtres des Palestiniens qui sont là sont ceux qui ont fait chasser les Juifs. Donc, ils ne devraient pas payer pour des péchés que leurs ancêtres n'ont même pas commis. Encore une fois, corrigez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Une chose qui est certaine, c'est que les Britanniques, à un moment donné, quand les Juifs ont voulu revenir en Israël pour fuir l'oppression des nazis, les Britanniques leur ont fermé la porte du pays. Ils les ont empêchés de revenir alors qu'on les tuait partout en Europe. Donc il y a aussi un rôle des Britanniques. Je ne sais pas quelle était la position de ces habitants, les Arabes palestiniens qui étaient sur place. Je ne sais pas comment ils ont traité les Juifs. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas de leur faute. Quoique, j'ai pas envie d'ouvrir, j'ai pas envie de laisser un quoique et commencer à laisser sous-entendre que oh non, c'est peut-être de leur faute. Rien de ce que je sais de cette histoire ne peut laisser penser que c'est de leur faute, en fait. Et même si c'est de la faute de quelqu'un, ce n'est pas de la faute de ceux qui sont en vie maintenant, ce serait au pire de la faute de leurs arrière-grands-parents. Donc, vous voyez que trouver une position comme ça dans ce cas, c'est moins simple que d'autres cas qu'on peut voir dans l'histoire. Donc on voit au fait la complexité quand même de ce conflit. Et c'est là où on voit qu'il y a un clash d'idéologie, un clash de revendications entre deux peuples, en fait. Certains vont dire, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'à 1500, 1600, 1700, 1800 ans dans le passé ont vécu ici. Et d'autres vont dire, oui, mais il y a 2000 ans, c'était à nous. Et plusieurs livres sacrés, plusieurs livres historiques disent que c'est à nous. Et là, désolé les amis, mais le droit international n'a pas vraiment de solution. Il parle effectivement du fait que déplacer des gens qui sont déjà dans un pays, c'est pas correct. Et puis aussi, il y a eu des accords qui ont été signés. Et là où on pointe le doigt vers Israël avec raison, c'est qu'ils n'ont pas respecté les accords. Un des arguments qu'ils citent, et encore une fois, c'est un argument qui a beaucoup de sens. Ils disent, on n'est pas en train de déplacer un peuple parce qu'il n'y avait pas de pays avant. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y avait pas d'État palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien dans l'histoire de l'humanité. La Palestine n'a jamais été un pays. Ça a été une colonie à l'époque de Rome. Ça a été une colonie à l'époque une partie de l'Empire ottoman. Ça a été une colonie, une région, une colonie à partir à l'époque des Britanniques.
Mais un pays indépendant de Palestine, ça n'a jamais existé. Et ça, c'est un aspect qui semble peut-être immoral, mais juridiquement, ça a du sens. Donc oui, je vois ce qu'ils veulent dire, mais là, je veux aussi placer la distinction entre la souveraineté d'un État, le territoire d'un État, et la propriété privée d'un individu. Même si vous parlez du territoire de manière générale, vous voulez instaurer un État avec une certaine souveraineté et certaines prérogatives sur un certain territoire, cela n'empêche que vous ne pouvez pas exproprier des individus. Il y a plusieurs cas dans l'histoire. Bêtement, le pays dans lequel je vis, la Belgique, il y a encore moins de 200 ans, appartenait aux Pays-Bas. Avant ça, appartenait à la France. Donc on est passé de la France aux Pays-Bas à un État indépendant. Mais une personne qui avait sa maison et sa propriété gardait sa maison, sa propriété. Même si on change d'État, ça ne donne pas le droit en fait d'exproprier des individus. La propriété privée est un droit que quasiment toutes les sociétés reconnaissent. Et que, encore une fois, si, imaginons que Israël était un État communiste qui arrive sur une région et qui dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, on est communiste et que toutes les terres appartiennent à l'État et que dans leur droit interne, ça a du sens. » Ok. Sauf qu'Israël n'est pas un État communiste. Dans leur droit, les terres appartiennent aux individus. Donc, on ne peut pas exproprier des individus sur base d'un droit de souveraineté nationale. Encore une fois, le problème avec le droit, c'est que tout ce qui suffirait à Israël de faire, et je suis sûr que c'est ce qui a été fait, c'est que le Parlement vote une règle d'exception à la propriété privée qui permette à l'État de chasser des gens dans telles conditions. D'ailleurs, tous les États ont ces règles-là. Hein. Tous les États ont ces règles. Si si la Belgique décide de construire une autoroute, elle peut décider de chasser quelqu'un contre compensation. Tous les États ont des règles d'expropriation. Donc, c'est ça où le côté juridique et historique n'offre pas vraiment de solution. Quoique, pour moi, la propriété privée est vraiment la règle. La propriété privée est la règle qui a le plus de sens dans toute cette histoire. Bien que je sois chrétien, que je sois pasteur et la Bible, etc., gloire à mon Seigneur, mais la propriété privée, et d'ailleurs, vous allez voir que si vous allez dans la Bible, avant même les guerres de conquête d'Israël de Canaan, Abraham, Jacob ont acheté des terres en Israël. Et c'est aussi un argument qui vont sortir, c'est que nos ancêtres ont acheté des terres en Israël. Et donc voilà, il y a certaines parties qui nous appartiennent juridiquement. Encore une fois, on ne va pas se lancer dans ce débat, mais allez, la propriété privée est quelque chose de sacré quand même. Ça, c'était l'aspect juridique et historique. Et dans l'aspect quand même, je veux juste rajouter le fait que, oui, Israël a été condamné par les institutions internationales qui disent que selon premièrement, ils n'ont pas respecté certains accords qui ont été faits, et deuxièmement, certaines règles de droit international n'ont pas été respectées. Encore une fois, le truc, c'est que Israël est un État, la Palestine n'est pas un État. Maintenant, on va parler d'autorité palestinienne qui est un peu un État. C'est dur de condamner quelque chose qui n'est pas un État. Donc, si certains individus, groupes palestiniens ont fait des choses qui sont mauvaises, peut-être illégales ou moralement louches, c'est dur de les condamner n'étant pas un État. Donc, ça veut dire que, ouais, c'est pas si clair que ça. Et que si les autres États alentours, ceux qui soutiennent notamment la Palestine, ont commis certaines actions qui sont répréhensibles, ça peut parfois aussi être compliqué, étant donné qu'il n'y a pas un État qu'on peut blâmer. Vous voyez ? Mais honnêtement, dans l'aspect purement juridique et historique, je pense qu'Israël agit mal envers les Palestiniens. Un autre aspect quand même, je suis désolé, ça me vient à l'esprit pendant que je parle, qu'il faut quand même pointer du doigt, c'est le fait que lorsque l'État d'Israël a été créé, ce n'était pas « Oh, voici maintenant, on est là, seuls les gens qui sont juifs d'origine ou juifs de croyance peuvent faire partie de notre État, vous les autres partez. »
Ça n'a jamais été le délire d'Israël, peu importe ce que la presse et la politique montrent. Comprenez que Israël est composé, je dirais, de 1/7 d'Arabes. Ok, 1/7 de la population de l'État d'Israël sont des Arabes qui sont soit musulmans, soit chrétiens. On avait donné la possibilité à ces gens d'entrer dans l'État d'Israël, d'accepter simplement que vous passez de la souveraineté britannique à la souveraineté d'Israël. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de souveraineté palestinienne. C'est pas comme si Israël est arrivé à trouver un pays et a dit maintenant ce pays est à nous, on renverse tout, c'est à nous. Non, 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 non. C'était une province et ils ont décidé de créer un nouvel État et ils ont laissé le choix aux gens de se joindre à leur État. Et certains l'ont fait. Des milliers, je pense même des millions d'Arabes ont décidé, en fait, cet État d'Israël n'est pas mal du tout, entrons-y. Et étant donné qu'Israël est un État laïque, ces Arabes musulmans et chrétiens, et laïcs aussi, ont leur place dans le Parlement, ont leur place dans les institutions. J'imagine qu'il doit y avoir de la discrimination parce qu'on est quand même des êtres humains, mais c'est quand même important de faire remarquer ce point. Il y a une grosse, grosse, grosse population d'Arabes israéliens. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on ne va jamais parler dans la presse. Le deuxième aspect dont je voudrais parler, c'est l'aspect moral, justement. L'aspect moral. Et il y a plein d'affirmations, plein d'articles qu'on voit dans la presse, plein de trucs qu'on entend les politiciens raconter, désolé, la passion est en train de monter, mais il y a pas mal de mensonges et de désinformation et de simplement une simple absence de logique et d'exposition sensée des faits qu'on ne trouve pas dans les médias. Par exemple, quand on parle, un truc que vous allez souvent entendre les gens dire, c'est Israël répond à des jets de pierres par des missiles. J'ai souvent entendu cet argument. Oui, mais les Palestiniens, ils viennent avec des pierres, ils lancent des pierres, et les autres répondent par des missiles. Oui. Écoute, tu t'attaques à moi, et je veux que tu arrêtes. Bah, je vais te balancer tout ce que je peux te balancer. Et si je veux te faire peur, je vais te balancer des missiles. Le truc, c'est qu'Israël est plus puissant que les Palestiniens. D'ailleurs, c'est pas seulement que les Palestiniens. Hein. Rappelez-vous qu'il y a eu des guerres avec la Syrie, il y a eu des guerres avec l'Égypte par rapport à toute cette question, et Israël a gagné. Israël est plus puissant que les États qui l'entourent. Un des trucs que je trouve toujours assez drôle, c'est que... Enfin, drôle pas, c'est drôle, mais ironique et étrange, c'est que les États arabes qui parlent beaucoup, font beaucoup de propagande, oui, cancel Israël, mais attaquez-les. Bon, c'est vrai qu'Israël a un ami très puissant qui est les États-Unis et que personne n'a envie de provoquer les États-Unis, ce qui est totalement sensé. Mais il faut avoir un peu de sens là-dedans. Ne vous attaquez pas à des gens si puissants, en fait. Et c'est même étonnant qu'Israël n'ait pas oblitéré la Palestine. Un État qui veut constamment nous faire... Enfin, un État. On va dire un État qui veut constamment s'attaquer à nous. Pourquoi on ne va pas les oblitérer? Et c'est là où il y a un truc en fait qu'il faut réaliser, c'est que si on prend le point de vue qu'Israël est méchant, et je pense qu'Israël est quand même partiellement méchant, Israël n'est pas si méchant. Vous allez dire, ouais, mais tu dis ça, les enfants meurent. Oui, les enfants meurent. On va revenir sur des enfants qui meurent. Mais c'est la première chose à dire, c'est que oui, ils répondent parce qu'ils sont plus forts. Là, ce qui est en train de se passer pour l'instant, là, je vois dans la presse beaucoup d'articles. Oui, il y a eu plus de 100 morts en Palestine. Plus de 100. Oui, parce que la Palestine a balancé des roquettes sur Israël. Et cette fois-ci, ils ont littéralement envoyé des missiles sur Israël. C'est juste qu'Israël, ils ont leur technologie futuriste de Wakanda. Ils ont leur dôme de fer, donc leur système de défense automatique qui fait que ça détruit tous les missiles qu'on tire vers eux. Et que les autres tirent des missiles, mais c'est juste que leurs missiles n'atteignent pas et qu'Israël tire des missiles et que les missiles atteignent. Il n'y a pas de supériorité morale là-dedans. Ouais, en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est que parfois j'ai l'impression que les gens pensent qu'on est dans un monde de bisounours. Donc Israël va être là, ouais, non, vous savez quoi, les gars, on va être gentils. Personne n'est gentil dans ce monde. Aucun État n'est gentil. Hein, on va pas leur faire de mal parce que nous, on doit être gentils, parce que c'est la communauté internationale, les médias, hein, l'ONU. Non, on doit être gentils. Personne n'est gentil, tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant. À part peut-être le Liechtenstein. Sinon, tout le monde est méchant.
Enfin, j'en sais rien, je dis ça par hasard. C'est juste qu'Israël a un arsenal très puissant, vraiment très puissant. Ce qui nous amène à un autre point. Le deuxième point par rapport à l'aspect moral, c'est que on va dire que oui, le Hamas et le Fatah, donc ce sont ces deux partis politico-militaires palestiniens. Oui, le Hamas et le Fatah sont des organisations terroristes. La Palestine est défendue par des terroristes. Comment est-ce qu'on peut défendre la Palestine? C'est un état de terroristes. Ils attaquent les civils. Ils ont des suicide bombers, comment on appelle ça, des kamikazes avec des bombes. Ils font toutes sortes de choses. Ils poignardent les gens. C'est des terroristes. Bon, ça, c'est vraiment un truc que j'ai étudié. C'était même la thèse, en fait, de mon mémoire. Le terrorisme, c'est pas vraiment quelque chose. C'est pas quelque chose qui existe vraiment. Et si le terrorisme existe, c'est quelque chose qui est essentiellement exercé par les États. Historiquement, c'est le terrorisme d'État qui est la norme. Ce qu'on appelle actuellement du terrorisme est rarement du terrorisme. Enfin, je ne vais pas dire que c'est rarement du terrorisme, mais il y a d'autres manières de qualifier cela. C'est une question de point de vue, en fait. Je vous explique. En fait, souvent, ce qu'on appelle du terrorisme, en réalité, ça devrait plutôt être qualifié de guérilla. Qu'est-ce que la guérilla? Lorsque un État ou un groupe d'individus très puissant et très bien armé fait face à un groupe plus petit, moins puissant, moins bien armé, qu'est-ce que le petit groupe peut faire pour s'en prendre au grand groupe et pour attaquer le grand groupe? En sciences militaires, ils vont adopter la tactique de la guérilla. La tactique de la guérilla, c'est faire des petites attaques ponctuelles sur des cibles, qu'elles soient militaires, publiques ou civiles, dans le but de perturber le moral, dans le but de déstabiliser l'adversaire. En fait, c'est juste une tactique militaire. Comme je disais précédemment, Israël est plus puissant, beaucoup mieux armé. Alors, qu'est-ce que les Palestiniens peuvent faire? La seule chose qu'ils peuvent faire rationnellement, outre la diplomatie, etc., c'est la guérilla. Vous êtes en train de vous attaquer contre des gens qui ont des techniques de Wakanda, de Tony Stark, des futuristiques, des lasers, des missiles, des fusées, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelques hommes armés de bombes, de mitraillettes, de couteaux vont infiltrer le lieu et causer des dommages. Tout soldat, tout militaire qui se respecte sait ça. Oh non, mais ils sont méchants parce qu'ils tuent des civils. Parce que c'est ça qui va affecter le moral des Israéliens, des autorités israéliennes et du public aussi, de l'opinion publique. Effectivement, par rapport au terrorisme, non, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas trop loin? Enfin, par rapport à la guérilla, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que réellement, ils attaquent les cibles qu'ils devraient attaquer? Et aussi, et ça c'est ce qu'on a souvent reproché au Hamas et au Fatah, vous allez attaquer les gens, vous allez faire vos histoires là, et puis maintenant on vient tuer des civils. Vous allez attaquer Israël, faire vos petits soldats là, vos petites guerres, et puis c'est les civils qui vont déguster. Donc en ça, la technique de guérilla, surtout telle qu'elle est appliquée par le Hamas, d'abord elle n'est pas efficace, parce que je pense que Israël n'est pas perturbé moralement, mais surtout elle a un effet contraire où c'est le public qui déguste. Quoi qu'on pourrait dire qu'au final, peut-être qu'elle est efficace, dans le sens où il provoque Israël, Israël va overreact, va surréagir, et l'opinion publique va dire « Mais Israël, vous êtes méchants !» Et puis Israël, ils ont envoyé des gens pour nous poignarder, c'est pas gentil, on doit faire quelque chose. Vous voyez, c'est comme quand un grand frère... Oh, mais vous savez quoi? C'est exactement ce que je faisais quand j'étais enfant. T'es le petit frère, et pas le dernier, t'es pas le petit dernier protégé, t'es l'avant-dernier. Donc, moi, j'avais 4 grands frères, grandes sœurs, et une petite sœur. T'as aucune liberté, aucun moyen. Plusieurs personnes ont de l'autorité sur toi, tu n'as de l'autorité sur personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu apprends à devenir quelqu'un de très dérangeant, de très malin. Provoquer les gens jusqu'à ce qu'ils pètent les plombs, et une fois qu'ils pètent les plombs, ça devient de leur faute. Et en ça, on peut dire que les techniques de ces groupes ont une certaine efficacité. Mais, un truc que je veux que vous compreniez, c'est que l'argument moral pour évaluer cette situation est souvent très peu valide. Là, je suis d'accord avec M. Trevor Noah. On va pas voir qui est le méchant. Hein.
Ah ben, regardez qui est le méchant. Trevor. Arrête, papa. L'argument moral est souvent peu valide. Chercher qui est le méchant, de manière générale, en politique internationale, en droit international, chercher qui est le méchant, chercher qui est le plus méchant, au final, ça ne rapporte pas grand-chose. Et surtout, il faut faire attention à ce que les médias nous sortent. Maintenant, on continue dans ce point de vue moral. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Pas parce que vous êtes bête, hein, non, c'est pas ça. J'espère que vous n'avez pas perdu parce que je sais que la manière dont j'articule les phrases et les arguments n'est pas toujours très bien faite parce que voilà, c'est des situations tellement compliquées. Et je ne suis pas un expert de ce conflit, mais voilà. Il y a un autre aspect aussi par rapport à l'aspect moral, c'est que. Et là, certains vont m'insulter. Oh, mais tu es un monstre! Guys, je suis désolé, mais les Palestiniens ne sont pas tellement persécutés. Et quand je dis pas tellement, ils sont beaucoup plus persécutés que moi. Ils souffrent beaucoup plus que moi. Mais par rapport à d'autres peuples dans le monde, je ne sais pas si vous avez déjà vu les histoires, les images de ce qui se passe au Kivu, en Libye, en Syrie. Au Kivu, vous allez voir des gens en train de fuir tout nus parce qu'ils étaient dans leur village, les soldats ont débarqué la nuit, tu fuis avec ce que tu as, vous allez vous cacher dans la forêt, vous restez dans la forêt pendant quelques temps, les soldats débarquent encore la nuit, vous n'avez plus rien, vous n'avez même plus de vêtements parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en prendre, vous êtes tout nus. Des cadavres d'enfants morts découpés à la machette, hein, pas un missile qui est venu tirer dans le tas, mais des individus ont débarqué et ont tué des enfants, on leur a coupé la tête. J'ai vu récemment une image d'un enfant dont la tête était ouverte, vraiment écrasée en deux. Je suis désolé, il n'y a pas ça en Palestine. Et pourtant, le monde n'en parle pas de ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Personne ne s'émeut pour ce qui se passe à l'est du Congo. Oui, mais à l'est du Congo, ça concerne seulement les Congolais, c'est entre vous. Non. Et ils le savent très bien. Ils vont donner je ne vais pas dire des prix Nobel de la paix, mais toutes sortes de récompenses à M. Paul Kagame, président du Rwanda, sachant très bien ce que ce monsieur a fait. Et sachant très bien leur rôle à eux dans tout ce qui s'est passé. Et dans ce qui se passe encore aujourd'hui. J'accuse Ouganda, je vous accuse. Rwanda, je vous accuse. Pas les Rwandais, pas les Rwandais communs, le peuple commun. Les gens... Nous tous ici sur Terre, on est juste des gens qui essaient de gagner notre vie, s'occuper de nos familles, exercer une profession. Mais il y a des gens en haut qui font des choses louches. Et en ça, je vous assure que je suis toujours très étonné quand je vois mes frères congolais ou les Noirs ou quoi qui s'emballent pour cette histoire d'Israël-Palestine. Guys, on a des chats à fouetter. Personne ne se soucie de nous. Et vous, tout ce que vous avez à faire, ouais, non, je soutiens mes frères. Tu soutiens rien, je suis désolé. Non, mais les gens meurent. Les amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir, qu'il ne faut pas s'investir, etc. Mais là, ce que je vois, je suis désolé et je me permets de juger, c'est que les gens agissent seulement avec le cœur, pas avec leur tête. On ne veut pas changer les choses, on veut bien paraître. On voit un mouvement, on voit des hashtags, on voit des drapeaux, on voit des belles images, et c'est tout ce qu'on suit. Parce que, voilà. Et je sais que certains vont me dire, ouais, mais il y a quelques mois, tout le monde parlait du Congo, on est tous sur les réseaux sociaux, on parlait du Congo. Ouais, personne ne nous a suivis. Personne ne nous a suivis. Je parle de ça avec passion parce que la situation au Congo, ça date depuis 1997 maintenant. Ça fait plus de 20 ans. Mon mémoire de fin d'études, je l'ai sorti en 2008. Ça fait plus de 10 ans. Et rien n'a été fait. Personne n'agit. Plus de 8 millions de morts, personne ne regarde. Et tout le monde profite du bon coltan du Congo. Et personne ne regarde. Et je parle du Congo parce que c'est mon pays, mais il y a beaucoup d'autres pays dans la même situation. Et c'est là où j'aimerais vraiment pointer du doigt maintenant sur les doubles standards des États arabes et de mes frères arabes. Les doubles standards. Je n'ai pas envie de parler d'hypocrisie parce que je viens de vous dire que je pense que d'un côté, chacun doit s'occuper de ses affaires plus sérieusement. Et, ok, ça, c'est une question qui touche très fort les Arabes et les musulmans, notamment à cause de certaines prophéties, etc. Occupez-vous de vos trucs et je vous respecte pour ça. Mais, dans le monde arabe, il y a des trucs dont on ne parle pas.
Les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler des gays palestiniens? Comment on traite les gays en Palestine? Comment on traite les gays en Syrie? Hmm? Je vais vous dire comment on traite les gays en Palestine. C'est illégal. Si on t'attrape, on te jette en prison. Encore une fois, il y a des différences entre la bande de Gaza et la West Bank, la banque de l'Est, de l'Ouest, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais être gay est un crime en Palestine. Oui, mais le peuple palestinien souffre, oui. Et le peuple palestinien veut être libéré pour pouvoir faire souffrir les autres. Et ça, on n'en parle pas. Alors tout ce petit jeu de moralité là que je vois les gens faire, je suis désolé, je lui crache dessus. Est-ce qu'on peut aider les gens? Oui. Est-ce que malgré leur position sur l'homosexualité, la voix des Palestiniens doit être écoutée? Oui. Mais on doit arrêter de jouer l'argument, la supériorité morale. Je vais continuer là-dessus parce que c'est important. Double standard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Druzes? Ah, vous n'avez jamais entendu parler des Druzes? Vous n'avez jamais entendu parler des Druzes? Les Druzes, c'est un peuple, une religion tirée de l'islam. Est-ce qu'ils se considèrent comme musulmans ou pas? C'est compliqué parce que c'est une religion de mystère dans laquelle on ne partage pas ses croyances. Donc, nous, ici, on ne sait pas vraiment c'est quoi les croyances des Druzes. Ils vivent entre Israël et la Syrie. Et ils sont persécutés depuis des siècles en Syrie. Et lorsque l'État islamique est arrivé en Syrie, la persécution des Druzes a augmenté à fond. Et bien sûr, où est-ce qu'ils ont été se cacher? En Israël. Là où ils sont accueillis les bras ouverts, parce que c'est pas les punais. Là où ils ont des places au Parlement. Là, les Druzes combattent dans l'armée israélienne parce que ces Arabes semi-musulmans sont persécutés ailleurs. Mais ça, personne ne va en parler. C'est pendant des années, la ville dans laquelle il y avait le plus de gays dans le monde, c'était Tel Aviv, capitale de l'État israélien. Pourquoi? Parce qu'ils fuient les autres pays de la région dans lesquels on les persécute et ils viennent se cacher en Israël. Mais ça, on n'en parle pas. Personne n'en parle jamais. Aujourd'hui, c'est le jour, la journée internationale de reconnaissance de anti-homophobie, transphobie, biphobie, etc. Je crois, je ne suis pas fort là-dedans. Désolé, les amis. On en parlera lors d'un prochain podcast, d'ailleurs. Et ici, en Europe, ça a l'air d'être un peu une blague, mais non, il y a des pays où on les tue, on les emprisonne. Pour des choses qu'ils font dans les lits. Mais ça, on n'en parle pas. Oui, libérer la Palestine, ok, cool. Et je pense que les Palestiniens ont une voix qui doit être écoutée, ils ont des revendications qui doivent être écoutées, et je pense vraiment qu'on doit arrêter de tuer les enfants. Néanmoins, il y a d'autres personnes qui sont persécutées et dont personne ne parle. Vous qui voulez afficher des drapeaux palestiniens, parlez des gays palestiniens, parlez des Druzes palestiniens, pas des Druzes palestiniens, des Druzes des pays arabes. Ah oui, mais libérez les Ouïghours et les Druzes. Et les Yazidis qui étaient persécutés et tués en Irak. J'ai vu personne, à part là, pour une fois la presse, merci la presse, parler des Yazidis, mais sur les réseaux, personne ne parlait des Yazidis. Oui, mais les Ouïghours en Chine, ok. Pour certains, c'est comme s'il y a seulement les Ouïghours et les Palestiniens qui souffrent dans ce monde. Et les Noirs en Libye qui sont vendus comme esclaves. Tous ces peuples qui sont esclaves à Dubaï, je crois que c'est quoi, les Philippins, genre, je ne sais plus quel peuple, je ne m'y connais pas. Tous ces esclaves dans les Émirats arabes. On n'en parle pas. Non, mais libérez les Ouïghours et les Palestiniens. Ok, d'accord. Travaillons dessus et c'est très bien. C'est pas parce qu'il y a d'autres combats qu'on ne doit pas combattre pour les Ouïghours et les Palestiniens. Mais il y a un double standard. Je ne vais pas parler d'hypocrisie parce que chaque peuple gère ses histoires comme eux le veulent. Mais il y a un double standard qui doit être pointé du doigt.
un double standard, là, un double standard des États occidentaux, la France, la Belgique. Et les Français, on sait ce que vous avez fait en Libye, on était là, hein. Quand vous êtes entré dans ce pays qui n'a rien fait à personne, vous avez détruit littéralement la Libye. Vous avez rasé la Libye. Pendant 30 ans en Belgique, je n'avais jamais croisé de réfugiés ou d'immigrés libyens parce que les gens restaient dans leur pays. Vous êtes entré là-bas, vous avez détruit ce pays. Et puis vous venez parler. La Belgique, on sait ce que vous faites au Congo, hein. La famille Michel. Oh, on dit des noms. Oh oui, on sait ce que vous faites. Ok, vous êtes enrichis à l'époque et encore maintenant. Ne venez pas trop parler. La ramenez pas trop, en fait. Je suis pas en train de juger. Je suis pas en train... Enfin, si, vous savez quoi, je juge. Ouais, on juge. Ce que je veux dire, c'est ne la ramenez pas trop. Je comprends que chaque pays lutte pour le bien-être de son peuple. Chaque gouvernement, théoriquement, lutte pour le bien-être de son peuple. Chaque famille, quand je parle des Michel, Louis Michel, son fils, notre ancien Premier ministre et son fils, hein, ok, luttez pour le bien de votre famille. Secure the bag, comme on dit pour les réseaux. Vous le faites au détriment des autres. Et encore une fois, je respecte ça, c'est votre droit. Affermissez votre clan. Mais on va se calmer avec les leçons de morale. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. On se calme avec les leçons de morale. J'ai encore tout l'aspect religieux dont j'aimerais parler, mais ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là en train d'enregistrer ce podcast. Et on va garder ça pour le prochain épisode. C'est une situation qui demande beaucoup de nuances et beaucoup de lumière. Pourquoi de la lumière? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et aussi un truc, c'est qu'on va souvent, maintenant, essayer de faire comme si les Juifs n'ont pas été victimes de génocide à plusieurs reprises dans l'histoire. Et que s'ils veulent se cacher quelque part, c'est parce qu'on a souvent essayé de les tuer. Est-ce qu'ils en abusent? Parfois. Et est-ce que les Juifs, les Israéliens actuels, sont les Juifs dont parle la Bible et qui sont les héritiers de cette terre? Ah, grosse question. On en parlera vraiment dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a apporté un peu d'informations, un peu d'éclairement, que ça vous a apporté un peu de paix. Je sais que j'ai été un peu dur à la fin, mais je veux que beaucoup de gens en fait arrêtent de se culpabiliser par rapport à certaines choses. Et je veux que chacun soit en paix avec soi-même et avec ses convictions. Si tu veux combattre, combatte. Si tu veux boycotter, boycotte. Si tu veux militanter, militante. Mais ne laisse aucun hashtag te mettre de la pression. Aucune vidéo. Moi, je suis un pasteur. C'est pas les vidéos qui circulent sur Facebook ou sur YouTube qui vont décider de ce que je vais croire ou ce dont je vais prêcher, au sujet duquel je vais prêcher. Quand la vidéo de George Floyd est sortie l'année passée, je suis désolé, chers amis, je ne me laisse pas émouvoir par une vidéo. Encore une fois, je suis un criminologue aussi et je suis un pasteur. J'ai le Saint-Esprit qui m'inspire. J'ai des yeux pour voir, j'ai une intelligence pour réfléchir et j'ai un cœur pour ressentir. Plus d'intelligence, plus de cerveau, plus de sentiments, plus de compassion, plus de cœur. C'est le message avec lequel je vais vous laisser. Si ça vous a intéressé, likez, partagez, commentez, restons civils. Que Dieu vous bénisse tous. C'était le pasteur Tito dans le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur.